Salut, c'est les Jérôme. Comme vous le savez, notre bâtiment a subi de nombreuses transformations au fil du temps. Et c'est maintenant à notre tour d'apporter les nôtres. Bon oui, mais en fait, on va surtout revenir en arrière. Historiquement, la fenêtre qui est à cet endroit n'existait pas. Et elle semble avoir été créée dans les années 60. Cette ouverture cause en plus quelques soucis de stabilité et est une faiblesse. On peut en effet voir que le dessus est assez fléchi, et c'est juste à l'endroit où la façade est assez bombée et penche vers l'intérieur, et tout l'enduit a fissuré sur l'axe d'inclinaison. Rien que pour cette raison, mais aussi pour l'harmonie de la façade et le côté historique, on a donc choisi de reboucher cette ouverture. À l'intérieur aussi, c'est pas fameux, le linteau est sous-dimensionné et la fenêtre est à l'emplacement où l'un des conduits d'aération passait. Et le restant du conduit est d'ailleurs toujours présent au-dessus. Les pierres au-dessus du linteau sont toutes déchaussées, mal arrangées et pas croisées avec le reste du mur, bref, toute cette partie est assez instable. On peut voir qu'un des deux IPE qui remplace une poutre maîtresse est aussi au-dessus de la fenêtre, et les deux IPE sont posés de façon assez étrange, sans même être ancrés. Donc, un peu n'importe quoi dans ce truc. Avant de commencer, on va démonter tout ce qui peut l'être, comme les volets et les crochets. L'enduit ciment n'est pas en bon état, tout est fort fissuré car la façade a beaucoup bougé, les restes métalliques encore présents dans la façade ont rouillé et fait éclater l'enduit. Comme on va faire ce travail en plusieurs jours, dehors on fixe une bâche que l'on peut dérouler sur l'ouverture car on annonce de la pluie et il ne faudrait pas qu'il pleuve sur la maçonnerie encore fraîche ni dans la pièce. Retour à l'intérieur où il va falloir étançonner les IPE. Pour cela, on fait d'abord un calcul de la charge de tout ce qui est supporté pour pouvoir étayer suffisamment. Au sol, on pose un madrier sur lequel on va arrimer les étais. Sous les poutrelles, on place aussi des madriers, et pareil, on va les arrimer aux étançons tout en les mettant de niveau. À plein déploiement, ils peuvent supporter une moindre charge, alors comme c'était un petit peu juste, on en a encore rajouté 2 supplémentaires, mais c'est vraiment pour jouer la carte de la sécurité. C'est parti! D'abord, on démonte les enduits ciment présents à l'intérieur de l'ouverture pour pouvoir retirer le châssis. Oups! On va d'abord retirer les ouvrants, histoire de s'aider un petit peu et de ne pas risquer de briser les vitres. Bon, même si le châssis va être retiré, mais pas question de le jeter non plus. L'encadrement est tout pourri, donc ce sera juste les ouvrants qu'on va pouvoir réutiliser. Après avoir démonté l'appui de fenêtre et retiré tout le châssis, on peut voir que l'appareillage du mur n'est vraiment pas terrible. On va essayer de corriger cela, surtout que pas loin, il y a des pierres d'angle qui datent probablement d'une époque où le bâtiment avait encore une configuration différente. On redescend le mur jusqu'à retrouver les parties saines. À l'endroit où le conduit d'aération passait, cela a été rebouché avec des briques plâtrières cimentées. On a essayé de les casser, mais c'est vraiment ultra solide. Sur les jambages, on retire tous les matériaux un peu exotiques qui ont servi à reboucher jusqu'à retrouver les pierres qui forment le mur d'origine et que l'on va pouvoir recroiser pour que tout ce que l'on va maçonner soit solidaire avec le reste du mur. Et d'un côté, donc, on retombe sur la pierre d'angle dont je parlais précédemment. On ne va pas démonter plus haut les jambages de l'ouverture pour ne pas risquer de déstabiliser le mur, ce sera fait au fur et à mesure qu'on remonte la maçonnerie. Une fois le support bien assaini et nettoyé, on humidifie bien partout, et puis on peut commencer. Vas-y, ça tourne. Préparation du mortier à la chaux, avec la même recette que pour le rejointement des murs, toujours avec du sable 0,4 et une partie de terre récupérée. Comme cela faisait un moment qu'on planifiait de reboucher cette fenêtre, on en a profité pour ramener tout au long de la saison des pierres qu'on a pu récolter un peu partout, issues des anciens bâtiments, de ponts, bref, on n'en manque pas. Comme on a une référence visuelle de chaque côté, en bas et en haut, on va se permettre de ne pas placer de guide ou de cordeau. Car à l'œil, ce n'est pas trop difficile d'être dans le plan, surtout que d'un côté à l'autre, ce n'est pas tout à fait sur la même inclinaison, donc il faut graduellement s'adapter. Et avec un laser, en fait, on risquerait d'être trop droit et d'avoir un décalage d'un côté ou de l'autre.
on pose la plupart des pierres en panneresses, ce qui veut dire que c'est son plus grand côté qui est visible. Mais de temps à autre, on en place également une en boutisse, donc le plus petit côté visible, pour qu'elle rentre bien dans le mur, ce qui aide à ce que le mur soit bien stable dans les deux sens et lier les deux parements. Entre les deux parements, on met de la blocaille, c'est-à-dire tous les petits morceaux et résidus de pierre qui n'ont pas d'intérêt pour bien remplir le mur sans gaspiller le mortier non plus. Bon, au début on utilisait un peu trop toutes les belles pierres d'un coup et ça ne laissait pas beaucoup de place pour la blocaille. Maintenant que le bas du mur est suffisamment remonté, on peut continuer de dégarnir les jambages. Pour faciliter le choix des pierres, on procède en deux étapes. D'abord, trouver et placer les pierres à sec pour voir que cela se met bien et qu'on ne crée pas de rupture de joint, c'est-à-dire que les côtés d'une pierre que l'on pose ne se situent pas juste au-dessus d'un joint de deux pierres de la ligne d'en dessous. Et puis, une fois qu'on a trouvé toutes les pierres d'une même rangée, elles sont maçonnées au fur et à mesure avec le mortier. Le mortier n'est là que pour boucher les trous entre les pierres et on doit s'assurer qu'elles sont bien calées. Une chose que l'on a appris à faire, c'est de ne pas chercher absolument une pierre pour un endroit, mais à l'inverse de trouver un endroit pour la pierre qu'on va chercher dans le tas. Cela optimise les manutentions et la répartition des pierres de manière aléatoire, contrairement justement à ce que l'on a fait au début du rebouchage, où on avait tendance à aller chercher les plus belles pierres en premier. Bon, évidemment, les pierres doivent être triées sommairement par taille et épaisseur, pour tout de même arriver à prendre plus ou moins ce qu'il faut en piochant. Et le procédé fonctionne évidemment mieux pour le maçonnage d'un mur un peu plus long, où l'on a d'autant plus le choix où poser la pierre, alors qu'ici, en gros, on ne pose qu'une douzaine de pierres par couche. Petit à petit, cela monte. Et cela se démonte. On utilise la bâche pour protéger le mortier frais et qu'il n'y ait pas trop de crasse et de salissure. Et la quantité de pierres qu'on avait ramenée diminue assez rapidement. C'est fou la quantité qu'il faut mettre. On a donc dû continuer d'en rapporter régulièrement. Du côté des pierres d'angle qu'on remet à jour, ce sont des pierres calcaires de Don-le-Mesnil. Et on peut bien se rendre compte des dégâts que fait le ciment sur ce genre de pierre et plus généralement dans le bâti ancien. De temps à autre, on a aussi placé quelques gros blocs qui font toute la largeur du mur, des parpaings. On arrive maintenant à une hauteur suffisante pour pouvoir considérer que les jambes du mur sont bien soutenues et on peut donc passer au démontage des pierres au-dessus du linteau. Évidemment, on ne touche pas au parement extérieur qui supporte encore tout le mur. Le linteau est dégagé et retiré. Dans le conduit, un peu de documentation sur l'actualité du passé. Et en fait, on découvre qu'il a été rempli de mortier. On va donc laisser le conduit en place. Et dans le cimentage du conduit, on trouve un petit peu de documentation aussi sur les préférences bibitives de la personne qui a fait le travail. Derrière le linteau en bois, le linteau extérieur est simplement du béton qu'on semble avoir coulé dans un coffrage, mais qui ne déborde quasi pas sur les côtés. Donc son appui n'est vraiment pas terrible et il ne semble pas non plus qu'il s'agisse de béton armé. On ne va pas le retirer, mais il va falloir être prudent lors du démontage des pierres des côtés sur lesquelles il ne repose que très peu. Pour cela, on continue de remonter le mur jusqu'au niveau du milieu du linteau pour le soutenir. Et puis, on peut donc démonter les côtés, disposer les dernières pierres et les maçonner. Et voilà pour le parement extérieur. À l'intérieur, il y a encore un peu de travail. On commence à être gêné par les solives, alors vu qu'elles ne rentrent même plus dans le mur et que cela ne tient pas, on en retire quelques-unes. Comme à terme on refera la structure et que les solives ne rentreront plus dans le mur, on peut reboucher cela sans problème. Sinon on se serait arrêté là jusqu'à leur remplacement.
et on démonte quelques pierres sur les côtés à nouveau pour s'assurer un bon appareillage et éviter les ruptures de joints comme il y en avait. Allez, on arrive au bout. Comme à terme, on devra démonter les poutrelles, on ne va pas maçonner jusque là, mais simplement les caler avec une solive, et de toute façon on va laisser les étais en place jusqu'au démontage. Et voilà, ça retire un poids, pas du mur, mais de nos têtes, car cette partie de la façade était quand même assez hasardeuse et problématique à nos yeux. Alors c'est sûr que cela nous a pris un certain temps et qu'il aurait été bien plus rapide de reboucher cette ouverture avec des parpaings en béton, mais d'une part on pense que par la façon dont on a procédé, on a bien reconstitué le mur et renforcé sa cohésion, ce qui n'aurait pas été nécessairement le cas en occultant simplement l'ouverture. Puis d'autre part, on avait les pierres et cela nous donne un beau travail pratique pour apprendre à le faire. Et puis même si cela ne sera pas visible, au final on aime pouvoir le faire dans le respect des traditions et du bâti ancien. Enfin, du moins, on essaye du mieux que l'on peut et à notre humble niveau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour ne pas manquer les suivantes, n'hésitez pas à vous abonner. Et si tous les sujets dont on parle ne vous intéressent pas, on regroupe nos vidéos dans des playlists thématiques que vous pouvez ajouter à votre liste. Et puis sinon, juste de passage, c'est très bien aussi. Avant toute chose, portez-vous bien et à bientôt.